2017. Donc, cette étude, elle a été conduite par le Réseau national des centres de ressources de la politique de la ville, en collaboration avec l'ANCT, et elle s'inscrit dans le contexte du programme national des cités éducatives. Pour rappel, même si je pense que tout le monde ici le sait, ce label vise à renforcer le rôle de l'école, à promouvoir la continuité éducative et à ouvrir le champ des possibles pour les enfants et les jeunes de 0 à 25 ans. Le réseau national des centres de ressources politiques de la ville est structuré en groupes de travail. Ces groupes de travail nous permettent de travailler en CRPV sur des questions afférentes à nos métiers, mais aussi sur des objets thématiques. L'un de ces groupes de travail, le GT Éducation, conduit une réflexion sur des questions éducatives complexes en lien avec les enjeux de son territoire et de manière plus générale avec la politique de la ville. Et ce sont nos réflexions et nos pratiques d'accompagnement des territoires labellisés cités éducatives qui nous ont conduits à cette étude. En effet, les différents centres de ressources politiques de la ville accompagnent les cités éducatives dès leur candidature au label jusqu'à l'obtention de ce label et euh, proposent un accompagnement assez varié et complémentaire une fois ce label obtenu par les différents territoires. Les modalités d'accompagnement que les uns et les autres proposent peuvent prendre la forme de cycles de qualification, de groupes de co-réflexion, séminaires thématiques, sessions de formation ciblées, ateliers de co-construction, visites de terrain. Et à chaque fois, l'objectif, c'est que ces formats s'inscrivent dans la durée. On met effectivement à disposition des apports méthodologiques, des échanges de pratiques, des études de cas. Et en complémentarité de cet accompagnement de la part des équipes des CRPV, qui est plutôt en ingénierie et en montée en compétences des professionnels investis dans les cités éducatives, on propose également une animation des réseaux des cités éducatives. Cette animation de réseau s'étend sur plusieurs échelles. Ça peut être l'échelle micro-locale, c'est-à-dire celle d'une cité éducative en particulier, mais aussi un espace intermédiaire, puisque certains CRPV activent la mise en réseau à l'échelle d'un département, en interdépartemental ou encore à l'échelle d'une région. On va aussi jusqu'à l'accompagnement des cités éducatives à l'échelle nationale, cette fois-ci en lien avec l'ANCT et la DGESCO, qui vous invitent parfois à des séminaires ou à des journées nationales. Les équipes des CRPV sont toujours en co-animation et en co-préparation de tous ces temps-là. Donc, fort de cette expérience auprès des cités éducatives de nos territoires respectifs, métropolitains et ultramarins, les membres du GT Éducation du réseau national des centres de ressources politiques de la ville s'est donné pour objectif de chercher à comprendre comment les coopérations et les alliances éducatives développées dans le cadre des cités éducatives sont porteuses de transformations durables. On a donc travaillé tous ensemble à la conception de cette étude en partant de trois hypothèses que je vous livre tout de suite et que Marie-Pascale pourra développer ensuite. La première hypothèse, c'est que les fonctionnements collaboratifs, les structurations du pilotage et les pratiques partenariales qui sont observées dans les cités éducatives permettent d'accompagner l'enfant jusqu'à son insertion professionnelle. La deuxième hypothèse, c'est que chaque cité éducative développe une capacité à agir dans une dimension et une posture coéducative pour tendre à un territoire à haute valeur éducative. La troisième hypothèse de laquelle nous sommes partis pour cette étude, c'est que les dynamiques d'alliance éducative au sein des cités éducatives s'inscrivent dans des changements et des transformations et que les acteurs eux-mêmes peuvent identifier les conditions qui pourraient conduire à leur pérennisation. Je laisse la parole à l'ANCT. Bonjour, merci Sophie. Donc moi je suis Fiona Marquet, je suis chargée de projet Cité éducative à l'ANCT et donc à ce titre je représente aujourd'hui donc la coordination nationale qui comme vous le savez donc les cités éducatives c'est une démarche qui est coportée conjointement par l'ANCT et la DGESCO et moi dans le cadre de mes missions j'ai eu l'occasion de suivre
pas à pas un peu les étapes de cette étude et donc le travail réalisé par le RNCRPV et le GT Éducation. Donc mes propos vont être assez rapides, mais vous rappelez, donc ça vous le savez tous, hein, que les cités éducatives qui ont été lancées en 2019 constituent une démarche qui est à la fois novatrice et très ambitieuse. Et aujourd'hui, ce sont près de 250 territoires qui sont labellisés et qui couvrent environ 600 quartiers prioritaires au total. Et donc au cœur de cette approche, on a la question des alliances éducatives, qui est vraiment un enjeu central dans la démarche des cités et qui, du coup, va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui. Donc, en fait, nous, après 6 années et quelques de mise en œuvre, il nous a semblé intéressant de pouvoir porter un premier regard sur les effets qu'ont pu produire, qui sont produits en fait sur la démarche des cités, et notamment sur la question de la construction et du renforcement des alliances éducatives et de l'impact que cela peut produire sur les territoires labellisés. Et c'est dans ce contexte que le RNCRPV, donc plus précisément le groupe de travail éducation dont parlait Sophie, nous a proposé aussi de réaliser cette étude dans le cadre du partenariat qu'on a très étroit entre l'ANCT et le RNCRPV. Et ça nous a semblé, nous, au niveau de la coordination nationale, à la fois très pertinent et cohérent à ce stade de l'histoire et du développement de la démarche et des cités éducatives. Donc, l'étude que vous allez découvrir aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, elle s'est donc attachée à étudier les alliances éducatives au sein des cités et leur impact éventuel. Et elle vient éclairer et, je pense, nourrir les questions qui sont au cœur des réflexions menées à la fois au niveau local sur les cités éducatives, mais également les réflexions qu'on a, nous, au niveau de la coordination nationale. Et c'est aussi dans cette idée qu'on a souhaité que cette étude soit publiée dans les collections de la NCT pour vraiment venir enrichir la littérature et les retours d'expérience sur la démarche. Donc voilà, je tiens encore à remercier le RNCRPV, le groupe de travail éducation et tout particulièrement Marie-Pascale pour le travail réalisé. Et je voudrais remercier également l'ensemble des territoires et des acteurs des cités qui ont été interrogés et qui ont contribué à cette étude en partageant leur expérience et leur expertise. Et je vous souhaite un très bon webinaire de présentation et reste à disposition si besoin. Merci beaucoup à tous. Merci Fiona. Donc je vais démarrer. Je vais vous présenter l'étude en 2 temps et Anne Gauvin interviendra aussi. L'étude ayant été construite avec une dernière partie, vous verrez dans le document, qui est composée de portraits d'alliances éducatives. Et donc, on a intégré à cette présentation la présentation d'un portrait d'alliance éducative. Un petit mot sur la méthodologie de cette étude. Donc, nous sommes passés par une approche qualitative et quantitative. Au niveau qualitatif, l'enquête a été conduite par entretien semi-directif auprès de 34 cités éducatives et il a été fait le choix de se tourner vers des cités labellisées entre 2019 et 2022 pour avoir une certaine maturité déjà dans le déploiement du label. Et pour pouvoir voir quelles étaient les transformations qui sont à l'œuvre. Des cités trop récentes n'auraient pas permis cet éclairage-là. On a visé une représentativité de toutes les régions métropolitaines et de 5 territoires ultramarins, et cette représentativité a été atteinte. Et puis au niveau quantitatif... Tu vas te balader dans les territoires ultramarins pour les rencontrer. Moi, je veux bien. Ah, il y a peut-être des micros qui ne sont pas coupés. Au niveau des données quantitatives, j'ai pu faire une analyse de données brutes issues de la revue de projet 2024 et qui portait finalement sur toutes les cités labellisées entre 2019 et 2022. Donc l'analyse provient des chiffres de 208 cités qui ont complété la revue de projet 2024. Je vous donnerai quelques éléments méthodologiques supplémentaires au fil de la présentation. Et dans ce travail, donc j'étais accompagnée par Noël Barbe, anthropologue, qui est à côté de moi et qui interviendra aussi lors de ce webinaire. L'enjeu de l'étude était donc de créer ce qu'on a souhaité au sein du GT Éducation, c'était de créer une mise en confrontation de 2 situations, donc alliance éducative et transformation. Se dire, tiens, qu'est-ce qui se joue déjà au niveau des alliances éducatives, comment elles sont mises en œuvre, mais à quel moment finalement elles aboutissent ou à quel moment elles donnent des signaux de transformation et pourquoi pas de transformation durable. Donc dans l'étude, on se rend bien compte que la multiplicité des expériences du faire cité nous montre que c'est à partir des pratiques que se pensent les transformations. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui
est finalement créée par le cadre du label, ça aurait pu, mais la page était suffisamment blanche dans la façon de déployer chaque cité éducative pour que finalement les pratiques qui sont identifiées en transformation, en tout cas les transformations, partent des pratiques de terrain. Et dans l'étude, une attention particulière a été portée aux caractéristiques professionnelles et sociales des acteurs enquêtés et à la singularité de leur discours. C'est-à-dire que cette étude donne des résultats vraiment issus de ce que les acteurs ont perçu eux-mêmes sur le terrain, de ce qu'ils rencontrent au quotidien. Et donc, je vous ai expliqué qu'il y aura un éclairage aussi par des portraits d'alliances éducatives. Au niveau méthodologique, on a trouvé un intérêt à anonymiser les cités éducatives. Donc, dans l'étude, tout ce que vous trouvez dit sur les cités éducatives sont anonymisés. Et donc, nous avons créé une catégorisation. Et il a émergé finalement, en regardant les caractéristiques plutôt territoriales et humaines des différentes cités éducatives, il a émergé 4 catégories. Donc, dans l'étude, vous pourrez avoir accès à des cités éducatives qui sont nommées attractivité, des cités éducatives qui sont nommées paupérisation, inégalité ou singularité. Je vais commencer rapidement par la dernière colonne. La catégorie singularité au pluriel, ce sont les territoires ultramarins. Pourquoi? Parce que à la découverte et aux rencontres par entretien que j'ai pu faire auprès des différentes cités dans les territoires ultramarins, il n'y a pas un territoire ultramarin, mais chaque territoire ultramarin a vraiment des spécificités. On trouve des points communs comme des forts taux de jeunesse, on trouve des points communs comme une pression migratoire assez forte, pour 2 d'entre eux, encore plus forte, mais on retrouve des choses qui sont très spécifiques à chaque territoire. Mais en tout cas, cette catégorie, quand vous lisez l'étude, c'est forcément des cités éducatives appartenant au territoire ultramarin. Pour les autres, c'est pas aussi facilement lisible, c'est-à-dire dans la catégorie attractivité, euh, vous avez des cités éducatives qui ont plutôt un fort enjeu d'attractivité de leur territoire, c'est-à-dire qu'ils connaissent une baisse démographique qui est souvent cumulée à un déclin industriel, à finalement des effets sur le départ des jeunes pour se construire un avenir parce que sur place, peu d'opportunités. Et donc, je ne vais pas vous donner tout l'ensemble des caractéristiques, mais on est plutôt sur ce type de territoire et qui, par le label cité éducative, réinterroge l'attractivité de son territoire et essaye de maintenir sa population et essaye de créer sur place un avenir pour les jeunes. Dans la catégorie inégalité, on est sur des cités éducatives qui sont en proximité d'un pôle métropolitain, par exemple. Donc, on va être surtout les cités éducatives qui sont en périphérie des grosses villes et qui finalement ont un très fort taux de jeunesse, un fort taux de chômage, etc. Des habitants qui ont un sentiment d'injustice, mais une cité éducative qui, malgré tout, pour se déployer, peut aller piocher, on va dire, s'enrichir par les ressources associatives, par les ressources éducatives qui sont dans le pôle métropolitain en proximité. Donc, on est dans une situation de forte inégalité entre ces quartiers-là et un pôle métropolitain dynamique et riche, mais malgré tout, il y a un bénéfice et c'est un levier pour faire fonctionner la cité éducative. La quatrième catégorie est la catégorie paupérisation, où là, on est dans des territoires où il y a un fort sentiment partagé d'être un territoire abandonné, que ce soit de la part des habitants ou de la part des acteurs socio-éducatifs, et avec une augmentation du nombre de minima sociaux, avec un délai d'accès aux droits communs qui s'allonge, donc avec un cumul finalement de difficultés qui fait qu'on est réellement dans des territoires qui sont en phase de paupérisation. Donc là, avec un besoin finalement avec des besoins plus, et de trouver des réponses en face, mais qui n'existent pas en proximité. Donc c'est quelque chose qui fait que c'est encore peut-être un peu plus compliqué. Lorsqu'on regarde le déploiement des cités éducatives, l'étude a proposé de réfléchir, en tout cas d'amener à voir la fonction de CPO, c'est-à-dire le chef de projet opérationnel, peu importe le nom qu'il comporte, enfin il peut comporter plusieurs noms, chef de projet opérationnel, chargé de mission ou éventuellement aussi coordinateur, coordonnateur, etc. Pourquoi cette fonction a vraiment eu un intérêt pour nous dans l'étude? C'est parce que quelque part, c'est un nouveau métier en politique de la ville, bien que des fonctions de ce type-là existaient déjà, mais la fonction de CPO dans cette démarche éducative
a une importance centrale et donc ça nous intéressait d'aller voir d'un peu plus près. Et je vous ai mis donc sur cette diapo, le CPO va mettre en œuvre des modalités de collaboration dans le champ de l'éducation. Il va chercher à rapprocher des champs professionnels et des métiers. Ça paraît simple à dire comme ça, mais c'est déjà extrêmement complexe. C'est-à-dire rapprocher des champs professionnels qui n'ont pas le même langage, pas la même culture, et qui souhaitent collaborer, qui souhaitent coopérer. Pour obtenir une alliance éducative, il y a déjà à finalement rapprocher les postures éducatives de chacun, à quel moment ils se sentent réellement en posture de coéducateur, et finalement pour mettre quoi en commun, c'est-à-dire quel est le champ de compétences de chacun et comment ils vont faire culture commune ou en tout cas démarche commune avec des objectifs communs. Ensuite, sur le deuxième point du métier de CPO, l'objectif réel est de viser de constituer un environnement éducatif de qualité autour des enjeux des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans. Donc, on a déjà une tranche d'âge qui est extrêmement étendue. Et j'apporte votre attention sur le terme de qualité. C'est-à-dire que le CPO, c'est lui aussi qui va permettre, il va pas être tout seul, hein, il y aura aussi les organes de pilotage, mais c'est lui qui va permettre aussi de porter un regard sur la qualité de la programmation, sur la qualité des actions, de ce qui est proposé aux 0-25 ans. Et puis ensuite, c'est un métier qui a différents enjeux et qui est assez complexe parce qu'il va tendre à créer des collaborations qui ont pour ambition de se définir en tant qu'alliance éducative, ce qui est déjà pas simple, ce n'est pas des collaborations de tout type, ce sont des collaborations éducatives, et qui s'appréhendent à 3 niveaux, donc soit le niveau micro pour les collaborations qui se créeront directement autour de l'enfant, du jeune et du parent, soit un niveau méso par des relations interprofessionnelles, relations école-famille interdegrés, ou des relations macro, donc relations interinstitutionnelles, ce qui est par exemple les relations entre les membres de la gouvernance et entre les 3 piliers, ville, préfecture et éducation nationale. On sait qu'aux côtés du CPO, il y a des instances de pilotage à géométrie variable et notamment qui peuvent se nommer comité de pilotage, comité technique selon les lieux, plus des instances de travail par groupe thématique. Mais c'est là que se confrontent les représentations, que se prennent les décisions collectives et que se partagent les diagnostics. Donc, avec le soutien de Noël, donc anthropologue, on a été amené à créer, à modéliser en fait le métier de CPO. Et vous avez accès au schéma donc dans l'étude qui est proposée là. Et vous avez un schéma avec 6 branches. Et les mots en rouge représentent les dimensions professionnelles, les mots en vert les fonctions dominantes et les mots en bleu les finalités. Donc on se retrouve avec finalement, alors d'où sont issus au niveau méthodologique ces mots-là. Je vais déjà vous indiquer ça. On a fait une démarche de recueillir de 1 à 8 mots-clés par CPO, c'est-à-dire qu'on a interrogé tous ceux qui ont en charge type CPO, quel que soit leur nom, de recueillir 1 ou 8 mots-clés issus de la définition qu'ils se faisaient eux-mêmes de leur métier. Donc c'est vraiment leur vision de leur fonction. Et on a obtenu 560 mots-clés. À partir de là, on a conduit une analyse par champs lexicaux. Et les mots qui sont sur ce schéma sont issus de cette analyse par champs lexicaux. Donc, par exemple, vous vous trouvez dans la situation où, si la fonction dominante du CPO est la diplomatie, c'est parce que sa dimension professionnelle est d'être médiateur et sa finalité est de réguler. Donc, vous pouvez lire le schéma de cette façon-là. Donc, on se retrouve par exemple avec 6 dimensions professionnelles, la dimension médiateur, pilote, coordinateur, évaluateur, je suis obligée de jongler avec mon écran, de facilitateur et d'animateur. Sur les fonctions dominantes, on est sur des fonctions de diplomatie. Vous verrez que ça a une grande importance parce qu'on joue à la fois avec le social, l'éducation et le politique. Fonctions dominantes de transformation, d'articulation, de concertation, d'innovation et d'accompagnement. Et puis les finalités qui sont de structurer, de fédérer, de coopérer, d'impulser, de restituer et de réguler. À gauche de ce schéma-là, vous découvrez une polarisation parce que donc à l'analyse du retour des mots-clés des CPO et de leur classement par champ lexical, on a assez vite vu que ces finalités sont polarisées selon une différenciation entre des fonctions qui tendraient à produire une structuration des organisations institutionnelles et des fonctions. Donc par exemple là on est sur le haut, donc le haut de la flèche, et des fonctions qui tendraient à renforcer les pratiques de coéducation. Donc, quand vous lisez ce schéma-là, plus les flèches sont tournées vers le bas. Ouais, Marie, je voulais juste te demander si tu allais vendredi à la... Ah, alors ça, c'était une discussion à off. Donc, je continue. Les flèches qui sont situées plutôt sur le bas du schéma
contribuent à renforcer les pratiques de coéducation, et les flèches qui sont plutôt dans la partie supérieure du schéma sont des fonctions qui structurent les organisations institutionnelles. Bien sûr, le CPO contribue aux deux fonctions, mais le curseur est placé très différemment entre les deux pôles selon les cités éducatives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux cités éducatives qui déploient de la même manière le métier de CPO ou de chargé de mission. Et ce curseur va bouger, c'est ce qui fait la spécificité de chaque cité éducative. Complément, tout ce qui de était façon addicto, complémentaire tous les à cycles. de façon complémentaire à cette modélisation du métier de CPO, j'ai pu recueillir et préparer ce schéma-là qui, dans l'étude, n'apparaît pas de cette façon-là, mais qui vous indique finalement les enjeux qui sont liés au métier de CPO. Ces enjeux sont partagés avec les comités de pilotage et principalement avec les comités techniques, mais j'emploie volontairement aussi le comité de pilotage parce que dans certaines cités, la composition plurielle d'un comité technique s'appelle comité de pilotage. Donc, comme il n'y a pas les mêmes noms, j'emploie les deux termes de comitologie. Donc, le CPO finalement se retrouve aux confins de 5 enjeux, des enjeux de transversalité. Donc, vous pouvez découvrir à l'écran ce que ça représente, quoi, les différents items que ça représente. C'en est quelques exemples, hein, il y en a plus. Des enjeux de stratégie partagée, bien sûr, donc en lien avec le pilotage et la gouvernance, de travailler l'équilibre des forces en présence. Hein. L'idée, c'est pas de faire silo entre institutions, mais le CPO va être en confin pour veiller, en tout cas être garant que les institutions travaillent ensemble, de prendre des décisions partagées, d'être à l'écoute de tous. Donc, on est vraiment sur des enjeux de stratégie partagée. Ensuite, un enjeu politique, bien entendu, ce qui rejoint la fonction de diplomate que j'ai évoquée tout à l'heure, parce que à partir du moment où on sait que le CPO a affaire à un enjeu politique, finalement, sa posture de diplomate a un intérêt et est presque indiscutable dans les cités éducatives. Hein, c'était partagé par tous les CPO. Donc l'enjeu politique, c'est aussi ce qui va nous faire parler de légitimité, de confiance, d'équité territoriale, de visibilité, d'engagement de l'État. Donc on est vraiment sur ces enjeux-là. Sur le quatrième enjeu, qui est l'enjeu éthique, on est sur le rôle du CPO qui va co-construire dans une dimension sincère. Hein, ça a émergé énormément des entretiens qui ont été conduits. Se dire on va vers les acteurs et on co-construit des actions éducatives parce qu'on partage aussi avec les familles, parce qu'on se donne un langage accessible à tous. On va aussi en direction des enfants et des jeunes. On s'intéresse aux acteurs qui sont directement sur le terrain. Donc cet enjeu éthique, il est vraiment lié à l'accès au terrain et à se dire on est dans une logique circulaire, c'est-à-dire que le diagnostic n'est pas parachuté depuis le haut et appliqué, il est partagé avec le terrain et on rentre dans une sphère circulaire qui fait que de la gouvernance au terrain, le CPO, il va mettre en discussion les diagnostics. Et ça, c'est important parce que vous verrez dans la partie sur l'implication des parents, c'est ce qui va être une des bases pour permettre une juste implication des parents et des jeunes jusqu'au bout du plan d'action. C'est-à-dire tant que la gouvernance et le pilotage ne fonctionnent pas dans cette logique circulaire et que le diagnostic n'est pas en permanence partagé, c'est-à-dire c'est pas on le fait une fois et on prend les éléments, c'est qu'on remonte à la gouvernance, on redescend au terrain et on vérifie. Tant qu'on n'est pas dans cette logique circulaire, c'est déjà une première question à se poser en se disant comment on va impliquer les parents. Donc vous verrez après, j'essaierai de vous donner quelques explications, mais en tout cas, ça apparaît aussi dans l'étude. Puis le dernier enjeu, l'enjeu de transmission, parce que dans les cités éducatives, on sait qu'il y a du turnover, on sait aussi que les acteurs sont très nombreux, que l'écosystème d'acteurs est très large, et qu'il y a un enjeu de communication, mais aussi de transmission de l'information et de transmission de l'esprit cité. On est aussi dans la deuxième logique, je vous indique sur la partie droite de la diaporama, la logique d'objectivation. C'est-à-dire que quand on se transmet des informations, c'est ce qui va permettre de vérifier qu'on part de faits qui sont objectivés, soit du terrain, soit de la gouvernance. Mais on cherche finalement dans les cités éducatives à avoir entre guillemets des preuves. C'est-à-dire que on re-questionne les diagnostics. C'est ce qui sort très fortement des cités éducatives. On part pas d'un préalable en se disant c'est acquis, on va pouvoir travailler dessus pendant 3 ans. Non. La force des cités éducatives, c'est de réinterroger en permanence le diagnostic, d'aller sur les besoins non couverts. Et justement, pour aller sur les besoins non couverts, c'est de re-questionner quels sont-ils et de ne pas partir pour acquis un contexte de quartier ou un contexte d'école
qui pourrait finalement être minimaliste ou pas d'ailleurs, parce qu'il peut être minimaliste mais avoir une importance. Mais en tout cas, c'est d'objectiver ce à partir de quoi on part. Ensuite, je voulais vous partager le fait qu'au sein des cités éducatives, on s'allie, oui, mais au prisme d'un processus évolutif qui n'est jamais acquis. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que il y a un réel défi pour avoir des alliances éducatives durables, c'est que créer des alliances éducatives, c'est un processus, c'est pas un état de fait, ça se déclare pas. Mais par contre, à partir du moment où on souhaite entrer dans ce processus évolutif, il faut aussi penser que c'est jamais acquis, il faut toujours le renouveler, le retravailler. Donc, je vous ai repris sur cette diapositive le schéma des 3 stades de ce processus de coopération éducative. Donc, on a un premier stade qui est le stade de communication et d'entraide. Hein. Les acteurs vont se venir en aide de manière régulière ou ponctuelle sur des actions ou des projets. Ils partagent de l'information et souvent, à ce niveau-là, on voit de l'informel. Donc, dans les cités éducatives, c'est un point qui sort très fortement sur l'étude. Il faut savoir que tout acteur travaille aussi à partir de l'informel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des temps de travail formels, mais les temps de travail informels. Et moi, j'invite tous les acteurs des cités éducatives à quantifier ce temps informel, notamment aussi les enseignants qui passent beaucoup de temps sur des projets, etc., sur des collaborations. Et c'est très important, très intéressant de quantifier ce temps informel. En tout cas, c'est un levier. Dans les cités éducatives, il est bien indiqué que c'est un levier qu'on ne peut pas se passer de ces temps informels. Le deuxième stade, c'est le stade de la coordination. Donc, les acteurs communiquent entre eux, adaptent et ajustent systématiquement leur travail pour améliorer leurs résultats, éviter des doublons ou la compétition. Le label cité éducative, en tout cas, vous verrez dans l'étude, semble avoir gommé des effets de concurrence et puis avoir gommé des doublons, c'est-à-dire qu'on se parle, on se dit qui fait quoi, et si on fait la même chose, justement, on coopère, on coordonne. Le troisième stade, c'est le stade de coopération et d'intégration. Les interactions des acteurs sont plus solides dans le long terme. Ils sont basés sur une mission, sur des objectifs communs, et les programmes des acteurs ainsi que leur financement s'intègrent progressivement au sein d'une entité. Donc ça, c'est un peu plus complexe déjà comme fonctionnement, c'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, des résultats qui sont issus d'une action qui finalement va rentrer dans la politique familiale de la CAF, c'est-à-dire que c'est une action cité éducative, mais finalement elle va s'intégrer au sein d'une entité propre et je vous en reparlerai un peu plus loin. Ces 3 stades sont pas progressifs, c'est-à-dire le stade 1 est pas meilleur que le troisième et le stade 3, etc. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut le lire. Généralement, c'est un recommencement. C'est pour ça que je vous indiquais que l'étude montre que c'est jamais acquis. C'est-à-dire que quand bien même on a atteint un stade 3 de maturité de la cité éducative, on va toujours utiliser le stade 1. Et par moment, on sera toujours à utiliser le stade 1. Pourquoi? Parce que l'écosystème d'acteurs est mouvant. Une cité éducative, elle peut pendant 1 an ne pas s'intéresser aux acteurs, par exemple, en santé. Puis la deuxième année, élargir son écosystème d'acteurs en s'intéressant aux questions de santé. Et donc, ce stade 1, il est toujours à reproduire et à reconduire au fur et à mesure du déploiement de la cité éducative. Et sur la partie droite de la diapositive, je vous ai indiqué les stades de maturation et sur quel stade s'identifient les 208 cités éducatives qui ont été enquêtées au niveau qualitatif. Donc, on a 15% des cités qui s'identifient sur le stade 1. Alors, il ne faut pas oublier que c'était des cités labellisées jusqu'en 2022, donc des cités anciennement labellisées. Donc, c'est pas étonnant qu'elles activent moins souvent maintenant le stade 1, parce qu'elles ont déjà une maturité. On a 47% qui identifient qu'elles activent beaucoup le stade de coordination, et puis 38% qui sont au stade de coopération et d'intégration, ce qui est déjà beaucoup plus complexe et qui intègre une politique pragmatique finalement dans une politique publique. Donc là, on a déjà différents degrés, mais ce qui nous montre que c'est atteignable. C'est-à-dire que la conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'une cité éducative qui a une certaine maturité de fonctionnement, elle peut atteindre le stade 3, quand bien même elle utilise encore le stade 1 et 2. Pour vous parler rapidement parce que je demande à mes collègues de vérifier le temps aussi, pour vous parler un peu plus près de la question de la maturité des coopérations de stade 3, donc ce qu'on appelle l'intégration. Je vais vous citer des exemples. Donc l'intégration dans une entité de compétences. Par exemple, dans une cité éducative, on a un délégué du préfet qui dit c'est une co-construction qui prend en compte la complémentarité des expertises. Il faut accepter de ne pas agir seul, c'est accepter l'expertise de l'autre
sans perdre la sienne pour atteindre une plus-value d'effet. C'est souvent une réussite car c'est efficace. L'entité est celle, par exemple, d'un réseau construit autour du décrochage scolaire. C'est-à-dire le réseau autour du décrochage scolaire, dans ces exemples-là, devient une entité qui a son fonctionnement propre. Et là, on est déjà finalement dans le stade de l'intégration parce qu'on a créé une entité propre qui va fonctionner quand bien même, bien sûr qu'elle a été créée par le label, mais elle va avoir un fonctionnement propre avec des alliances éducatives propres. Et finalement, ça va créer un réseau qui pourra perdurer dans le temps. En tout cas, qui donne des signaux de potentielle durabilité. L'intégration dans une entité financière, je vous donne un autre exemple. Ça, c'est assez activé dans les cités éducatives, c'est assez intéressant. Un CPO qui nous dit, pour les tout petits et leur adaptation à l'entrée à l'école maternelle, nous avons fait des expérimentations avec les parents et les enfants. Puis nous avons créé un mi-temps d'éducatrice de jeunes enfants pour faire le lien avec les familles en partenariat avec la CAF. Donc là, on est hors dispositif légal éducation nationale. C'est un poste qui a été créé par la cité éducative, mais qui s'est intégré dans la politique, comme je vous disais, dans la politique familiale de la CAF. Donc là, on a aussi une démarche d'intégration assez intéressante. Et puis la troisième intégration qui est constatée, c'est l'intégration dans une entité d'appartenance. Donc quand je vous disais développer une action publique pragmatique intégrée dans une politique publique, cette entité d'appartenance, elle est importante. Pourquoi? Parce que dans l'étude, 100% des cités éducatives enquêtées répondent positivement quand on leur demande si elles ont un sentiment d'appartenance à une communauté éducative. C'est des résultats qu'on n'obtenait pas sans le label éducatif, sans le label cité éducative. Et finalement, ils ont en tout cas la perception, dans les cités que j'ai enquêtées, de développer une action publique pragmatique qui est intégrée plus largement à une politique publique plus large. Mais en tout cas, ils ont ce sentiment d'appartenance. Et c'était pas une évidence d'arriver à un sentiment d'appartenance à une politique. On pouvait se dire un sentiment d'appartenance à une communauté éducative, c'était déjà un résultat qui était, je trouve, assez intéressant et assez énorme. Mais là, on est vraiment sur le sentiment d'appartenance aussi à une politique publique. Et puis pour terminer, avant de donner la parole à Anne, dans l'étude, donc, j'ai été amenée aussi finalement à transformer l'échiquier de la coéducation parce que les acteurs eux-mêmes qui ont été enquêtés m'ont indiqué qu'il y avait des transformations. Ces transformations, elles viennent d'une prise de conscience de l'urgence à agir. C'est-à-dire que 3/4 des cités éducatives indiquent qu'elles se sont installées, qu'elles se sont créées dans un contexte d'urgence à agir. Donc j'ai creusé un peu cette question-là en leur demandant mais pourquoi il y avait urgence et pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, dans les sphères de la coéducation, il était documenté 3 sphères, donc les relations entre famille, école et tiers-lieux éducatifs. Les tiers-lieux éducatifs étant les sphères de vie de l'enfant qui sont concernées par le sport, la culture, les arts, l'éducation populaire, etc. Toute structure qui prend en charge des enfants, des jeunes sur des temps péri, para, extrascolaires. Et les enquêtés ont fait émerger la dimension quartier, qui est une sphère à ajouter à la coéducation, c'est-à-dire tout ce qui se joue sur le quartier a un intérêt. On ne peut pas évincer cette sphère-là. C'est un lieu de vie de l'enfant, c'est un lieu de vie des familles. Et si on passe à côté de la sphère quartier comme sphère de la coéducation, il va manquer un regard sur la prise en charge des 0-25 ans. Et la 5e sphère qui a émergé, c'est la sphère que j'ai nommée virtualité, qui est tout ce qui concerne la vie sur les réseaux, la vie via le web, etc. Et qui impacte l'éducation parce que les enfants aujourd'hui ont une grande partie de leur vie aussi sur les réseaux sociaux, tant pour se socialiser que pour s'émanciper. Cette partie de vie, finalement, où sont les éducateurs? Quelques dispositifs sont là pour soutenir finalement les jeunes dans cette sphère de leur vie. Mais en tout cas, on ne peut pas aujourd'hui ignorer que l'éducation est aussi là. Voilà. Donc, du coup, on a affaire à des défis qui sont assez majeurs et qui réunissent ces 5 sphères de vie de l'enfant et donc qui demandent à chaque professionnel qui sera en posture de coéducateur de se sentir responsabilisé, co-responsable de l'action à ces 5 niveaux. Et je vous indiquais aussi sur le côté du schéma qu'au sein de la cité éducative, ce qui est prôné, c'est les relations horizontales. Et c'est un levier aussi, en tout cas, pour faire fonctionner et atteindre les 5 sphères, en tout cas conduire un travail
dans les 5 sphères de la coéducation qui sont indiquées aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de hiérarchie entre l'école, la famille, les tiers-lieux éducatifs, le quartier, la virtualité, et que des relations horizontales s'installent, c'est plutôt facteur de durabilité et facteur de coopération, de collaboration éducative qui seront mieux installées, qui seront plus pertinentes, qui seront mieux comprises, qui seront légitimées aussi par les familles. Donc je ne sais pas si je suis dans les temps, mais je vais couper mon intervention pour donner la parole à Anne. Je reprendrai ensuite pour la fin de la présentation de l'étude. Et donc, Anne va vous partager un portrait d'alliance éducative en transformation. Et on a choisi un exemple de pratique qui était sur un sujet transversal et finalement donc qui est transversal aux 5 sphères de vie de l'enfant que je viens de vous présenter. Et c'est en ça qu'on trouvait intéressant de vous proposer cet exemple-là, parce il a affaire pas seulement à la famille ou seulement à l'école, il est transversal à toutes les sphères. À toi, Anne. Merci Marie-Pascale pour le passage de relais. Donc, Arrête le bonjour à toutes et partage, à il faut que tu tous. partages ton diapo. Ouais. Donc, je m'appelle Anne Gauvin, Marie-Pascale l'a dit, et je travaille pour Ville au Carré, qui est le centre de ressources politiques de la ville pour la région Centre-Val de Loire. Donc, je vais tenter de partager mon écran. Vous allez me dire si c'est bon. Hop. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Je vois les collègues me faire signe. Super. Donc, je vais essayer de... On m'a donné à peu près 5-7 minutes, ce qui n'est pas évident. Donc, je vais essayer d'être efficace et de tenir le timing. Donc, je compte sur mes collègues pour m'arrêter sur l'heure. Donc, Marie-Pascale a dit, je vous parlerai là, je vous parle d'une cité éducative qui est en train de développer une vraie capacité à agir sur l'égalité filles-garçons. Et un sujet qui n'est pas forcément simple et qui a le mérite d'être porté à une visée vraiment de vrais changements structurels par une cité éducative. Donc, je vais essayer de vous expliquer concrètement comment les acteurs de cette cité éducative s'essaient à former du commun éducatif autour de cet axe égalitaire. Juste avant ça, je voulais vous rappeler quelques préalables qui me semblent importants d'avoir en tête avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est que la cité éducative dont je parle là, elle a été labellisée en 2022. Et je le dis parce que c'est important de citer son ancienneté par rapport à voilà, pour situer son degré de maturité. Et c'est une cité éducative qui finalement pourrait se classer dans la catégorie inégalité dont a parlé Marie-Pascale tout à l'heure. Donc, si je rentre dans le vif du sujet, dès sa préfiguration et dans les mois qui ont suivi sa labellisation, cette cité éducative a fait de l'axe égalitaire un axe transversal, un pilier central de sa démarche, de son évaluation. Elle en a fait vraiment une teinte, une coloration particulière qui lui confère une identité à part et bien à elle, une identité forte sur ce pan-là. Et quand je dis que cette cité éducative, là, vous voyez, porte l'axe égalitaire de manière forte et intégrée, c'est qu'on retrouve bien derrière une transversalité de l'approche à travers notamment une volonté politique. Et je pense que sans cette volonté, c'est peut-être plus compliqué. Et puis une capacité à animer le partenariat territorial autour de cet enjeu égalitaire, une capacité vraiment à mener des coopérations éducatives de manière vraiment structurée. Alors, j'ai essayé de structurer un peu le cheminement de cet axe égalitaire autour, à l'aune de la perception des acteurs, de leurs pratiques et à travers le portage de la cité éducative, à travers un continuum avant l'existence sur le territoire, l'ambition que donne la cité éducative et les effets qui sont en cours. Et ça, je le rappelle, c'est une image vraiment sur 2025, hein, il y a eu des évolutions depuis. Sur la perception, finalement, l'égalité filles-garçons, elle était vue comme un non-sujet et le rapport évaluatif, il montre que les porteurs de projets et les enseignants aussi, corps enseignants, cet axe égalitaire, au final, il était plutôt impensé. Il se traduisait plus par de la mixité, et mixité qui n'est pas finalement synonyme d'égalité réelle. Hop. Dans l'ambition de la cité éducative, ce qui a été traduit, c'est vraiment de réaffirmer l'égalité filles-garçons comme un principe constitutionnel en tant qu'axe prioritaire et de le traduire en acte. Dans les effets, très concrètement, une vraie prise de conscience et le rapport évaluatif montre que la cité éducative a ouvert un espace de réflexion et de réflexivité
important, j'y reviendrai tout à l'heure. On avait des pratiques au départ qui étaient plutôt isolées, portées par des acteurs de l'éducation populaire qui avaient pour la plupart un parcours assez militant, donc des pratiques vraiment non systématisées à l'échelle du territoire. Donc l'ambition de la cité éducative, j'ai déjà commencé à le dire, c'était vraiment de traduire ce principe constitutionnel dans la mise en œuvre réelle de la cité et de l'inscrire comme une stratégie globale et intégrée. Là, concrètement, dans les pratiques, chez certains porteurs de projets, cette réflexion, cette conscientisation que j'évoquais, elle est venue concrètement modifier les pratiques professionnelles en cherchant par exemple à capter le public des filles, des petites filles et des jeunes femmes, par exemple. Et on a des acteurs qui eux-mêmes maintenant identifient les conditions qui pourraient conduire à la pérennisation même de ces transformations. On avait un sujet voilà, qui était porté par quelques individus bien convaincus, mais encore là, on était sur quelque chose d'assez isolé. Et on a un portage par la suite, par la gouvernance, qui a été accéléré, on va dire, plus par une ingénierie d'État. En fait, c'est l'arrivée d'un chef de projet État, politique de la ville, qui portait dans ses fonctions précédentes des fonctions de stratégie pour l'égalité filles-garçons à l'échelle d'un ministère. Donc ça a fait qu'accélérer les choses sur le portage de la cité éducative. Et puis bah, vous avez un petit peu ce que je vous ai mis, voilà, les carrés violets en bas. En fait, au-delà de tout ça, on avait un portage politique plus large que celui de la cité éducative. On avait des initiatives internes, une reconnaissance des besoins concrets sur le territoire. On avait aussi un partenariat territorial très dense avec des instances existantes mobilisées et qui offraient une expertise de territoire. Donc, on avait déjà un PST bien actif, un programme de réussite éducative, des associations fortement mobilisées. Donc, l'arrivée de cet agent de l'État, ça, je l'ai dit. Et puis, vous voyez là, au milieu, un contrat de ville déjà sensibilisé à cette question parce que l'arrivée de cet agent d'État a permis de sensibiliser les acteurs du contrat de ville en amont de la préfiguration, à peu près un an avant à ces sujets, notamment au budget intégrant l'égalité. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, l'objectif de ce budget, c'est de faire en sorte que les financements publics n'engendrent pas d'inégalité et surtout qu'ils soient leviers dans l'enjeu égalitaire, donc avec tout un système de cotation. Hop, je passe à la suite. Donc ça, je l'ai déjà dit. Ensuite, j'ai identifié un petit peu, j'y reviendrai plus en détail après, donc je vais les lister rapidement, des conditions un petit peu de réussite que je retiens de cette cité éducative sur cet axe égalitaire. Donc j'en ai déjà parlé, la volonté politique dès la préfiguration et tout le long du process. L'usage d'outils et de méthodes pour vraiment venir modifier structurellement les choses et avoir une réflexion partagée. La fonction de l'évaluation, très importante dans une dimension réflexive, notamment en interne pour mesurer l'évolution des représentations, aussi bien en interne de la troïka, gouvernance, que des acteurs de la cité et des enfants. Le rôle de la formation interprofessionnelle pour déconstruire les stéréotypes, donc ça, j'y reviendrai après. Et puis le challenge de l'implication des familles dans le respect de leur contexte de vie. Donc je disais, les outils, là j'ai commencé à parler du budget intégrant les validités. C'est des outils de gestion, c'est un vrai levier structurel pour avoir une capacité d'agir, là notamment à travers les modes de décision et les modes de financement sur cet axe égalitaire. Donc j'ai déjà parlé du budget intégrant l'égalité, j'y reviens pas, juste pour vous préciser, il n'est pas encore appliqué et on en est encore au stade de la sensibilisation et de la réflexion, mais c'est déjà un cheminement intéressant à noter. Je vous ai mis ensuite une attention spécifique qui est portée notamment dans des outils d'arbitrage. En fait, c'est que l'égalité filles-garçons est devenue un axe d'attention vraiment explicite lors de la soumission de fiches projets et dans le formulaire de retour d'expérience des porteurs de projets. Il y a aussi, en appui à l'évaluation, avec le cabinet qui s'occupe de l'évaluation, une co-construction d'une grille d'aide à l'arbitrage des projets utilisée par le comité opérationnel qui a été mise en place pour vraiment objectiver la décision
de sélectionner ou de refuser des projets. L'évaluation, vous vous en doutez, c'est vraiment un outil de réflexivité pensé sur le long terme. Donc là, l'évaluation, elle a été pensée pour travailler les relations directes, égalitaires autour de l'enfant et du jeune, mais aussi à l'échelle des coéducateurs, des acteurs de la cité éducative. Et là, ce qui est important à noter, ce que je trouve intéressant de soulever, c'est qu'a été mis en place avec la structure en charge de l'évaluation, un suivi de cohorte pour suivre le parcours de jeunes filles sur plusieurs années. Donc là, en l'occurrence, un petit échantillon, 6 jeunes filles de leur classe de la quatrième à la seconde. Hop. Ensuite, donc je parlais du volet formation, réflexivité partagée. En fait, la cité éducative, là, elle agit très concrètement sur la représentation des acteurs pour sortir de ce mythe de l'égalité dont je parlais au départ, le fait que ce soit un impensé. Donc, il y a eu cette sensibilisation au budget intégrant égalité auprès de certains acteurs de la cité éducative. Il y a aussi eu un séminaire là, que la cité éducative appelait Séjour cité éducative à 360 degrés, parce que j'y reviendrai plus tard. Les séjours sont montés en puissance au sein de la cité éducative en tant que vrai espace socialisateur et d'expérimentation, déconstruction des stéréotypes genrés. Et à l'occasion de ce séminaire, le séminaire a été pensé vraiment avec un axe égalitaire en transversalité dans ces séjours. Et puis, il a été proposé aussi un accompagnement perlé, plus individualisé pour certaines structures organisatrices de séjours. On en parlait tout à l'heure. Là, c'est une autre étape pour la cité éducative sur laquelle il y a encore des marges de progression. La question qui se pose aujourd'hui pour la cité éducative, c'est comment accompagner les enfants, voilà, qui sont au cœur de mon schéma, mais sans les mettre en porte-à-faux, avec toutes les injonctions culturelles, qu'elles soient culturelles, religieuses, familiales, voilà, une fois rentrées à la maison. On avait, voilà, si je veux illustrer ce que je dis, on avait l'exemple voilà, d'un séjour qui a été mis en place. Les animateurs et animatrices de la colo essayaient de partager les tâches du quotidien, faire sa lessive, faire la vaisselle, autant logiquement aux petites filles qu'aux petits garçons. Un petit garçon fait une remarque en disant mais moi c'est génial, mais vous êtes sûr, est-ce que j'ai le droit de faire la vaisselle parce qu'à la maison on m'interdit de le faire. Donc voilà, c'est une réflexion que je trouve intéressante de soulever, qu'un petit garçon a pu dire et qui pose de vraies questions aux professionnels, aux limites voilà, d'impliquer les familles, mais tout en faisant avec leur prisme familial, culturel, religieux. Donc là, la cité éducative, après plusieurs années d'existence, elle entre dans une phase de maturité où là, elle cherche à dépasser le cadre institutionnel pour toucher vraiment la sphère familiale et rendre un peu plus visible l'effet des démarches entreprises. Là, je voulais vous partager 3 dimensions un petit peu voilà, indissociables, imbriquées les unes avec les autres. Donc la dimension structurelle, on l'a évoqué, avec l'idée d'intégrer l'égalité dans les processus de décision et les budgets. Une dimension peut-être un peu plus relationnelle de déconstruction des préjugés par la formation interprofessionnelle, le dialogue entre les professionnels, enfin tous les coéducateurs, parents et jeunes. Et puis une dimension plus temporelle, inscrire l'action dans le temps long. Et là, c'est vraiment le cap du renouvellement du label euh, qui permet aussi de réaffirmer cette identité forte et de stabiliser l'impact sur une génération. Et j'ai pratiquement fini. Je voulais soulever deux éléments qui me semblaient intéressants sur l'axe égalitaire. J'ai commencé à en parler, c'est de l'éprouver avec des exemples du quotidien. Là, je donnais l'exemple tout à l'heure des séjours, des colonies de vacances. Et dans cette mise en place des colos, je pense que s'inspirer des pratiques et des cas de l'éducation populaire, c'est une vraie plus-value
que les structures d'éducation populaire ont une vraie compétence, ça a été dit dans le rapport, à travailler sur ces enjeux transversaux comme l'égalité filles-garçons, avec une vraie logique d'émancipation derrière. Donc c'est un peu ce que la cité éducative a compris. Donc je vous l'ai dit, il y a une montée en puissance des séjours périscos et extrascolaires à ce titre. Donc voilà, pour éprouver vraiment dans le quotidien le principe d'égalité filles-garçons, et puis pour déconstruire les stéréotypes. Un dernier exemple, et j'ai terminé. Je trouvais intéressant de prendre un exemple de la cité éducative sur l'orchestre à l'école. Et on y voyait un petit peu derrière en échangeant avec la cité éducative, la culture vraiment comme modalité, comme levier de transformation sur l'axe égalitaire, mais ça peut être valable pour plein d'autres sujets. Dans le cas de l'orchestre à l'école, euh, la cité éducative a essayé de promouvoir davantage les figures de musiciennes qui sont très, très peu valorisées, surtout sur certains styles musicaux. Là, en l'occurrence, on était sur des musiques actuelles. Et puis aussi dans l'idée de dégenrer les instruments et favoriser la parité. Là, la structure et le corps enseignant font découvrir les instruments de musique aux enfants en leur demandant spontanément ce qui leur plaît. Et après, il y a une petite variable d'ajustement qui est ensuite intégrée pour essayer de rééquilibrer en faveur de la parité sans créer de frustration. Donc, par exemple, proposer aux jeunes filles de plus s'orienter vers les percussions, alors que d'emblée, c'est plutôt les petits garçons qui vont y aller et les petites filles qui vont se limiter sur ce genre d'instrument. Je vais m'arrêter là et puis laisser la main à Marie-Pascale et puis après à Noël. Merci beaucoup. Merci Anne. Je reprends le partage d'écran. Voilà, donc je pense qu'on est bon et que vous allez pouvoir récupérer la suite. Alors on a regardé un peu le temps pendant que tu parlais, Anne, on est un peu juste, il va falloir Ah, désolée, j'étais aller. trop... Non, non, mais c'est pas de ton fait, hein, c'est aussi de mon fait au départ. C'est pas. Voilà, donc je vais lancer. Je vais essayer de retomber sur mes diapos. Voilà, alors je reprends après Anne pour terminer la présentation de l'étude. Euh, Dans l'étude, il y a un point au niveau des alliances éducatives qui est vraiment majeur dans le développement dans le déploiement du label Cité éducative, c'est le fait de s'allier au prisme de l'interprofessionnalité. C'est-à-dire se dire, tiens, on réunit, comme je vous disais, soit les champs professionnels, soit les métiers, mais on expérimente le fait de travailler ensemble. Et les deux faits majeurs sont de travailler ensemble sans concurrence, c'est-à-dire que il est identifié par les acteurs eux-mêmes que le fonds financier fait qu'il y a un effet gommage de la concurrence parce que ça permet de laisser une place à chacun. Ça, on peut pas l'ignorer. C'est aussi finalement l'enveloppe financière qui aplanit ces situations-là. Et puis, qui, en deuxième levier, qui fait réémerger des cœurs de métier et des compétences qui sont au service des 0-25 ans. Certaines associations, notamment, étaient en difficulté pour déployer leur cœur de métier et du fait à la fois de la potentialité financière qu'offre le Fonds Cité Éducative et à la fois les situations d'interprofessionnalité, à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'un périmètre, ils ont pu réactiver leur cœur de métier et se sentir plus à l'aise pour faire valoir leur expertise. Donc ça, c'est plutôt des effets réussis dans la cité éducative. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'ils vont pouvoir être durables dans le temps? Tant qu'il y a ces fonds financiers, oui, on ne peut pas l'ignorer. Après, c'est vrai qu'en tout cas pour le milieu associatif, on peut pas ignorer l'effet du fonds financier. Au niveau de l'articulation dont a parlé aussi Anne, hein, qui est un préalable à l'interprofessionnalité, c'est-à-dire qu'il se déploie dans les cités éducatives des questions d'articulation. Donc on a par exemple le label cité éducative qui s'articule avec l'éducation prioritaire ou qui va chercher à articuler avec le contrat local d'accompagnement à la scolarité ou qui va chercher à s'articuler avec le PRE ou avec une cellule de veille active. Et il est repéré par les acteurs 3 degrés de réussite dans cette articulation.
Le premier degré, donc, c'est le partage régulier d'informations. Le deuxième degré, c'est d'abord des axes stratégiques communs, ce qui est déjà une belle avancée, et c'est ce qui est souvent réalisé au sein des comités techniques, quand le comité technique s'élargit ou le comité de pilotage s'élargit et invite ces acteurs-là eux-mêmes pour se fixer des axes stratégiques communs. Et le troisième degré, c'est la fusion des instances. On observe que la fusion des instances, c'est pas encore forcément quelque chose qui est facile à atteindre dans les cités éducatives. Les cités éducatives se posent énormément de questions là-dessus. Et en tout cas, par contre, elles indiquent tout leur intérêt pour cette atteinte-là. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de se poser la question, faut-il fusionner des instances, donc fusionner des comités de pilotage, les faire en commun, mais c'est pas quelque chose qui est opérationnalisable facilement. Et il manque encore des leviers, notamment le fait de se dire qu'est-ce qui va faire commun, parce que finalement, l'ajout ou la fusion de deux comités de pilotage, ce qui semble émerger, c'est que c'est pas de garder les mêmes ordres du jour. C'est-à-dire que c'est un nouveau comité de pilotage qui n'aurait pas les objectifs cumulés des deux premiers qui étaient précédents. Donc c'est s'ouvrir à une nouvelle pratique de comité de pilotage, à des nouveaux ordres du jour, à une nouvelle manière de gouverner, de travailler et de penser les comités de pilotage. Donc ça c'est en travail au sein de certaines cités éducatives. Dans les chiffres issus de la revue de projet 2024, on voit que les espaces de formation interprofessionnelle se sont multipliés et font bouger les frontières. Un espace interprofessionnel, c'est pas seulement un espace où on se réunit, mais c'est un espace aussi où on se forme. C'est-à-dire qu'on va réunir des métiers différents, des fonctions différentes, par exemple des enseignants, des intervenants sociaux, des animateurs, des personnels de crèche, etc. Et on va avoir accès à une formation commune. Qu'est-ce que ça génère? Ça génère un langage commun qui permet des relations partenariales plus horizontales. Et j'avais déjà évoqué cette notion de relation horizontale est très importante parce que c'est ce qui va permettre aux parents de commencer à s'associer à la cité éducative. À partir du moment où les acteurs eux-mêmes ont des relations horizontales, le parent va se sentir plus intégré, plus impliqué, plus associé et aura moins de difficultés à venir aussi en tant que coéducateur dans des espaces professionnels ou pluriprofessionnels. Ces espaces-là aussi permettent une transition facilitée et mieux construite entre les différents temps de vie de l'enfant et entre les périodes liées à l'âge. C'est-à-dire qu'on pense souvent à l'âge des 16-25 ans, enfin les extrêmes des âges, hein, c'est la même problématique, les 0-3 ans et les 16-25 ans. Si on ne veut pas les isoler et ne pas déployer des actions en direction de cette tranche d'âge-là, en fait, travailler un objet, travailler en formation interprofessionnelle un sujet comme la santé, un sujet transversal qui va concerner toutes les tranches d'âge, fait que finalement, l'intégration des 0-3 ans et l'intégration des professionnels qui sont spécifiques aux 16-25 ans sera facilitée. Et ensuite, le dernier point, c'est qu'on constate une montée en compétences sur des défis prégnants. C'est-à-dire que, alors on cite souvent les questions de santé mentale, mais il y a déjà du résultat sur certaines cités éducatives, c'est-à-dire qu'on observe que ces formations interprofessionnelles viennent finalement outiller les acteurs de différents métiers pour faire face à ces défis-là. Et quand on regarde le nombre de formations interprofessionnelles déployées par les cités éducatives, c'est quand même assez important. Donc là, on a des cités éducatives labellisées avant 2022 qui vont jusqu'à déployer 8 formations interprofessionnelles par an. Donc par exemple, en 2024, il y a 5 cités qui ont déployé 8 formations interprofessionnelles. Donc on ne peut pas dire que c'est anodin. Ce qui émerge aussi de l'étude, c'est qu'en effet, la découverte que chacun reste dans son champ de compétences, mais malgré tout, chacun comprend mieux le champ de compétences de l'autre. Et donc, encore une fois, par rapport à la relation avec les familles, ça facilite aussi les orientations des familles et des jeunes vers des dispositifs, vers d'autres professionnels. Et donc, ça semble finalement servir le soutien éducatif que la cité éducative veut viser auprès des 0-25 ans et auprès des parents. Je me suis intéressée, alors avec le JT Éducation, on avait vraiment un intérêt aussi à aller du côté des parents et de ce qui se jouait du côté de l'association des parents. Le label Cité Éducative, depuis le démarrage, hein, depuis 2019, prône, en tout cas, exprime qu'il y a un intérêt et que c'est intéressant de pouvoir tenter et d'expérimenter des pratiques pour inclure et associer les parents aux cités éducatives.
Ça reste quelque chose qui est assez, en effet, difficile, qui paraît difficile en tout cas aux acteurs. Vous voyez là quelques chiffres, donc toujours pour les cités éducatives qui ont répondu à la revue de projet en 2024. On a 24% des cités éducatives qui associent les enfants, 26% des cités éducatives qui associent les jeunes et 53% des cités éducatives qui associent les parents. Dans l'étude, vous trouverez un rappel historique de la notion d'implication des parents et on voit qu'à partir des années 2000, ça s'est joué à peu près par décennie. À partir des années 2000, en politique de la ville, on parlait de libre participation accompagnée des parents. Ça avait été impulsé par les réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, donc par la CNAF. Et les termes employés étaient libre participation accompagnée. Donc, c'est pas anodin. On était sur le fait d'aller chercher des parents ou d'essayer de travailler avec des parents. Mais en tout cas, on était encore dans la notion d'accompagnement. À partir de 2010, impulsé notamment depuis 2005 par la création des programmes de réussite éducative, on est sur une libre implication encouragée des parents. C'est-à-dire qu'on a perdu la notion d'accompagnement et on souhaite leur implication. Et dans implication, on peut se dire, tiens, il y a peut-être une liberté dans la marge de manœuvre qu'ils auront dans ce qu'ils proposeront pour être aux côtés des professionnels. En tout cas, c'est de cette façon-là que ça s'est joué. À partir de 2020, donc avec le label Cité éducative, les termes qui sont employés ne sont pas neutres du tout et ils ont été impulsés par l'État. On parle de libre association engagée des parents. Donc le terme association déjà amène à une vision plutôt horizontale de cette présence des parents et engagés, c'est-à-dire c'est eux qui sont libres de leur engagement et peut-être même, espérons-le, de leur manière de s'engager. Alors, du travail reste encore à faire, c'est-à-dire surtout dans la liberté d'engagement. C'est-à-dire les professionnels attendons beaucoup des parents. En général, nous, professionnels, on attend beaucoup de choses des parents, mais finalement, peut-être que c'est à nous de laisser les parents s'engager et de voir, c'est-à-dire d'observer sur quoi ils s'engagent. Et pas de partir de ce que nous attendons, mais de partir de ce que eux souhaitent ou peuvent, sur quoi ils peuvent, en tout cas sur quoi ils peuvent s'engager. Sur cette implication des parents, je voulais rajouter deux choses. Une chose dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, il y a deux leviers qui ont été perçus dans les enquêtes par entretien. Le premier levier, c'est en effet de partager le diagnostic de territoire. Ça, c'est quelque chose qui émerge énormément dans l'étude, c'est qu'un parent, il a besoin, pour éduquer son enfant sur un territoire, de connaître le diagnostic territorial, c'est-à-dire est-ce que j'éduque mon enfant sur un territoire où il y a de l'emploi? Est-ce qu'il n'y a pas d'emploi? Est-ce qu'il a un avenir là? Quel type d'entreprises sont présentes si je veux qu'il travaille en proximité, qu'il reste là? Quel type de formations sont présentes là? Ça a été testé par plusieurs territoires, ça émerge dans l'étude. À partir du moment où le diagnostic de territoire n'est pas quelque chose qui se partage uniquement entre professionnels ou entre décideurs, mais qui est partagé aussi aux parents, le parent, il acquiert une compréhension du territoire dans lequel il vit et il arrive à mieux prendre des décisions pour son enfant ou pour son jeune. Donc ça, c'est le premier levier d'association des parents qui émerge, d'associer les parents aux instances où il est présenté les diagnostics territoriaux. Le deuxième point, c'est de se dire, laissons les parents aussi occuper les espaces qu'ils souhaitent occuper, c'est-à-dire soyons moins en attente, nous, professionnels, d'associations des parents prédéfinies, ne définissons pas l'association des parents et expérimentons. Donc là, il y a déjà aussi en termes d'expérimentation plusieurs pistes qui émergent. Il y a une grosse demande des parents, par exemple, que la cité éducative soutienne le déploiement d'actions dans l'espace public, dans les quartiers, comment on occupe des espaces, des places, des bancs, comment on peut faire vivre notre quartier, parce que de toute façon on est dehors, et c'est pas facile d'être dehors dans le quartier, il n'y a pas toujours des contextes faciles, mais il y a des cités éducatives qui soutiennent des actions de ce type-là, et ça semble générer par exemple une participation, une association des parents intéressante. Vous voyez, voilà, c'est un peu l'idée qui sort de l'étude, c'est laissons les parents nous proposer ou en tout cas dire sur quel espace de vie ou sur quel espace éducatif ils souhaitent aller avec les acteurs professionnels et expérimentons des nouveaux formats d'association des parents. Je voudrais terminer sur les effets multiples et multiplicateurs de transformation. Donc on a en effet dans l'étude différentes
enfin, différentes transformations qui émergent de la pratique des labels cités éducatives. Euh, et, euh, et les acteurs disent oui, ça se transforme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de doute. Ils disent oui, ça se transforme. Ils disent aussi on y va pierre par pierre. Et c'est à l'image d'un engrenage qui passe d'un maillon à l'autre. C'est-à-dire ils ont vraiment le sentiment et la perception que de passer une étape, c'est aboutir à une autre, mais que ça ne va pas se faire d'un seul coup. Les questions de transformation, elles, 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 elles sont évoquées aussi en termes d'évolution et en termes de progrès, mais pas forcément en termes de résultats. Donc, il faut s'ouvrir à ça aussi. C'est le fait de se dire, ce qui est transformé, il ne faut pas le chercher en termes de résultats, mais plutôt en termes d'évolution, de processus en cours ou de progrès. Et les effets, finalement, se situent sur la capacité à les atteindre. Comment on atteint ces évolutions, comment on atteint des résultats, mais plutôt sur la manière dont on atteint ces résultats, et pas sur le résultat lui-même. Et il est identifié aussi une combinaison d'effets. Et je vous ai dit que sur 34 cités éducatives enquêtées, 29 affirment que le territoire a été labellisé dans un contexte d'urgence à agir. Et là, on voit que finalement, dans cette urgence à agir, le résultat va être une pression. C'est-à-dire que des cités éducatives expriment qu'elles se sont mises sous pression au début du label en disant on a un horizon de résultats, alors qu'en fait, finalement, d'abord, ça les a bloqués dans le déploiement. Ils sont revenus en arrière, ils se sont dit on va pas se donner un horizon de résultats, on va se donner un horizon d'effets, s'accorder que certains effets vont être attendus et non atteints, que certains effets vont être attendus et atteints, et d'autres seront atteints alors qu'ils n'étaient pas attendus. Donc il faut aussi être ouvert à ça et finalement dire ce qu'on expérimente en cité éducative va mener à des choses qu'on pressentait pas. Donc ça paraît assez intéressant. Euh, Là, vous avez une diapositive qui vous recense des effets sur les cinq sphères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on a des effets sur la sphère quartier, des effets sur la sphère des tiers-lieux éducatifs, des effets sur la sphère école, des effets sur la sphère famille et des effets sur la sphère virtualité. C'est classé de cette manière-là dans l'étude. Là, je pense que je ne vais pas développer plus parce que je voudrais vraiment que Noël Barbe ait le temps aussi de développer son propos. Donc, je vous propose voilà, d'aller plus loin en prenant connaissance de l'étude. Et puis sur des changements qui seraient structurels, fonctionnels et humains et qui ont été identifiés par l'étude. Donc on a notamment la réorganisation de services. Ça peut être des services d'État, ça peut être des services autres, des changements d'organigramme, notamment dans les collectivités, qui font que des métiers invisibles de première ligne qui sont en contact direct avec les enfants et les jeunes, comme les ATSEM, etc., sont plus visibilisés, plus valorisés. Donc ça fait bouger finalement l'échiquier des métiers, ça fait bouger les places de chacun dans l'échiquier des métiers. Donc ça c'est des changements qui sont assez constatés et qui sont recherchés. Pourquoi? Parce que finalement une ATSEM auprès de l'enfant elle a un rôle fondamental et qui était peut-être pas suffisamment mis en avant et que le label finalement permet de mettre en avant l'ATSEM comme étant coéducateur. Ensuite, il est rare que les changements structurels soient observés au démarrage du label, ça faut le savoir. C'est-à-dire que les changements structurels, bien qu'ils soient voulus, sont rarement décidés au démarrage du label. Sur 34 cités que j'ai enquêtées, il n'y en a que 2 qui ont décidé de démarrer par des changements structurels. En général, ça se décide ensuite, quand il y a déjà une certaine maturité. Ensuite, on voit dans les transformations de nouveaux métiers, de nouvelles fonctions, donc des nouvelles formes de qualification, des déplacements dans les métiers. Alors, c'est très prégnant du côté éducation nationale, des IEN, les conseillers pédagogiques qui, au sein des cités éducatives, font évoluer leurs fiches de poste en lien avec leur institution. Des nouvelles habitudes de travail qui ont un potentiel durable, ça c'est aussi quelque chose qui est constaté. Le repositionnement des compétences de l'éducation populaire, l'éducation populaire a été réactivée. Il y a des têtes de réseau d'éducation populaire qui ont été aussi qui se sont impliqués dans des territoires dans lesquels ils n'étaient pas présents, mais si par exemple ils ont une entité nationale, la cité éducative fait appel à eux dans des territoires qui sont dépourvus de cet enrichissement-là. Et puis, il a émergé aussi dans les transformations la nécessité d'une réflexion sur le temps libre des enfants et des familles. Et ça, c'est déjà pris en charge par certaines cités éducatives et d'autres cités éducatives en ont l'intention. Et puis, on en a déjà parlé avec la NCT aussi au national. Et un CPO nous dit, pour conclure, ce sont les coopérations qui viennent modifier les institutions, mais il y existe des situations limitantes sur certains territoires. Donc, je
peux pas vous développer aujourd'hui là, les situations limitantes. Mais en tout cas, pensez qu'en effet, ce sont les coopérations qui vont modifier les institutions. Et c'est ça, ça sort fortement dans l'étude, c'est identifié, ce ne sont pas les institutions qui se modifient, qui changent des choses. Si on souhaite que les institutions modifient certaines de leurs pratiques ou certaines de leurs organisations, ce sont les alliances éducatives qui ensuite, par leur fonctionnement, viennent modifier les institutions. Bon, voilà, je vous laisse donc découvrir le reste de l'étude en sachant que le sommaire, vous verrez, partez du sommaire, l'étude est assez longue, mais le sommaire est composé de plusieurs parties et chaque partie est indépendante à la lecture. C'est-à-dire quand on la lit entièrement, il nous apparaît des répétitions, mais en fait les répétitions sont voulues pour que le lecteur puisse prendre en lecture de manière indépendante chaque partie. Donc vous pouvez aussi vous aider du sommaire et aller vers les parties qui vous intéressent. Merci à vous et puis je passe la parole donc à Noël. Merci, je vais essayer de ne pas être trop long, le temps avançant. Pour autant, je voudrais en introduction tenir au moins 3 propos liminaires. Le premier, c'est finalement dire d'où je parle, pourquoi je suis là, au bout du compte, dans ce webinaire. Simplement parce que j'accompagne depuis effectivement une vingtaine d'années, dans une certaine proximité ou complicité, un centre de ressources politiques de la ville, celui de Bourgogne-Franche-Comté, Trajectoire Ressources, sous différentes formes, hein, aussi bien en matière de recherche, d'exposition, de journées d'études et sur des objets qui peuvent être différents, allant de la narration d'un territoire ou des relations entre politique de la ville, culture, patrimoine ou mémoire, sans doute tous gros mots, effectivement, qui posent parfois plus de problèmes qu'ils ne sont solutions, mais peu importe, peu importe. Si je détaille ça, c'est pas simplement parce que j'aurais envie de faire gonfler mon ego ou d'alimenter mon CV. Je voudrais juste indiquer finalement un mode de relation, entre finalement des façons de faire de la recherche et puis une structure, effectivement, une structure centre de ressources politiques de la ville. C'est dans cette configuration-là, au bout du compte, cette situation-là, que j'ai accompagné Marie-Pascale dans son travail autour des cités éducatives. Donc accompagné, hein, j'ai dit accompagné et non pas en placement, en posture de surplomb par rapport à son travail. De là, de cette situation, de cet accompagnement, naît finalement quelque chose qui est une série de réflexions depuis l'anthropologie, et en particulier depuis l'anthropologie politique, autour de cette question des cités éducatives. Alors quand je dis anthropologie, je peux juste dire 2 mots, évidemment, on ne va pas faire un cours d'anthropologie, mais juste dire là aussi comment effectivement ça peut se situer par rapport à ce travail. Quand je dis que je suis anthropologue, j'aime bien dire que je travaille avec les gens et pas sur les gens, en mobilisant un auteur, un collègue célèbre. Et puis, j'aime bien dire aussi que l'anthropologie est une discipline profondément anarchiste, dans le sens où elle considère que ce qui est pourrait ne pas être. Donc, premier cadrage, si je puis dire, premier bornage de mon propos. Deuxième bornage, peut-être, je vais aller très vite, hein, dans mon titre, hein, j'ai indiqué, j'ai nommé les cités éducatives comme dispositif. Alors, je sais que ce terme dispositif a posé débat parmi les acteurs des cités éducatives, hein, qu'il n'a pas été retenu, lui préférant plutôt la notion, le mot de démarche que dispositif impliquant trop de raideur, sans doute, dans la compréhension de ce qu'était le processus des cités éducatives. Je l'emploie un peu autrement, ce mot, hein, désignant finalement tout ce qui m'a apparu dans l'accompagnement de Marie-Pascale dans son travail, à la fois en termes de texte, à la fois en termes de mesures administratives, d'énoncés, de propositions philosophiques ou au-delà, et donc un ensemble effectivement que je désigne comme dispositif pour tenter d'homogénéiser en quelque sorte un ensemble qui peut apparaître extrêmement hétérogène. Enfin, troisième propos liminaire, juste dire peut-être que mon propos aurait pu avoir un autre titre et que ce titre autre aurait pu être les leçons éducatives des cités éducatives, hein, où, en retournant quelque chose à la chaussette, se demander finalement si les cités éducatives, dans leur processus, dans leur travail, finalement ne mettent pas en tension, ne font pas travailler au-delà d'elles-mêmes cette notion d'éducation en général. Dans un premier temps, je voudrais m'arrêter sur cette fonction qui a été déjà largement évoquée, qui est celle de CPO
m'arrêter sur cette fonction au motif effectivement de l'éducation. Vous le savez, dans l'histoire ou dans les histoires, hein, puisqu'il y en a plusieurs, de la politique de la ville, une figure professionnelle va émerger assez vite et a été particulièrement analysée. Ça a été la figure du chef de projet, fonction alors nouvelle, en tout cas au début de cette politique de la ville, fonction nouvelle, de la même manière que cette fonction du CPO, effectivement, apparaît assez nouvelle et semble partager, pour le coup, certains aspects de son activité avec la façon dont est décrite à ses débuts la fonction de chargé de mission politique de la ville. On peut retrouver hein, dans cette parenté de désignation, de description de la fonction de chargé de mission politique de la ville ou de CPO, des termes similaires ou des façons, des cadrages similaires pour dire les situations. Relation de problème de façon assez immédiate, traitement simultané à la fois des destinataires de la politique et de l'institution qui émet cette politique, refus des frontières thématiques ou hiérarchiques, proximité du politique, ou encore gestion de diverses tensions. Ces termes, hein, qui sont plutôt effectivement employés pour décrire la fonction de chargé de mission politique de la ville, sont grandement parents avec ceux évoqués, mobilisés pour décrire la fonction de CPO. Et je vous renvoie à cette partie du travail de Marie-Pascale autour effectivement de la façon dont les CPO viennent décrire, qualifier, borner ce qui est leur travail et leur fonction. Dans cette parenté qu'on peut dresser entre chargé de mission politique de la ville et CPO, il me semble que la situation a aussi de grandes parentés dans le sens où elle est finalement celle de l'invention d'une profession qui n'existe pas encore. Le CPO, comme le chargé de mission politique de la ville à ses débuts, finalement sont du côté du configurant. Ils viennent configurer quelque chose qui n'est pas encore là, ils viennent instituer quelque chose qui n'est pas encore là, faisant bouger des frontières, faisant bouger des situations, faisant bouger des façons de définir les choses, me semble-t-il, et instaurant des possibles. Dans ces situations, on peut peut-être retenir deux choses, ou deux points, s'agissant de la question de l'éducation en général. Si dans cité éducative, il y a éducative et éducation, c'est peut-être et d'abord dans la situation du CPO que se situe la compréhension la plus globale, la plus poussée de ce qui est un processus d'éducation. Être CPO, c'est pratiquer, me semble-t-il, un apprentissage plus ouvert, qui se rend sensible au hasard, aux rencontres, qui vient constituer un nouveau champ d'expérience, un apprentissage, en quelque sorte, que certains philosophes nomment essentiel, apprentissage essentiel, c'est-à-dire un apprentissage où se créent à la fois des problèmes et des solutions nouvelles, et où apprendre ne signifie pas, répondre à un savoir déjà donné et déjà tout fait. Il s'agit donc de fabriquer un sens qui ne préexiste pas au processus pratique de sa propre constitution, de se rendre sensible à un nouveau champ, de composer avec les signes qu'il émet, avec tous les êtres qui le peuplent. Donc, une façon, effectivement, s'agissant de CPO, de saisir, en tout cas on peut le saisir comme ça, un processus d'apprentissage qui est le sien au sens le plus complet ou le plus essentiel du terme, premier point. Second point peut-être, ça a été de fait évoqué à plusieurs reprises déjà, dans cet espace dans lequel évolue le CPO, dans lequel il crée aussi effectivement du faire, de la réflexivité, des manières de penser l'action publique, le rôle des acteurs, se développe, me semble-t-il, s'articule ce qu'on peut appeler une économie morale, des façons de faire et des façons d'agir. La question du genre a été évoquée par Anne, je ne vais pas y revenir, hein. L'action de l'égalité des genres a été évoquée. On peut aussi évoquer la question de l'égalité territoriale, qui est aussi évoquée dans le rapport de Marie-Pascale, ou encore la volonté pour des CPO de garantir dans les instances de la cité éducative la présence des habitants de façon assez forte. Autrement dit, dans cet espace d'action des CPO se développent, me semble-t-il, des pensées, des volontés, des désirs qui se placent sous le registre de la justice, d'un horizon démocratique ou encore d'une action en diplomatie. Autrement dit, pour conclure cette première partie sur ces deux points que je viens d'évoquer, la question que nous posent, me semble-t-il, les cités éducatives et les CPO en particulier, toujours en retournant la chaussette, hein, l'action qu'elles posent à l'éducation en général, c'est qu'est-ce qu'est l'éducation ?
qu'est-ce qu'elle est, en quoi elle consiste, et comment elle se développe, et comment les processus éducatifs sont indissociables d'économie morale. Deuxième point, je voudrais que je vais développer un peu plus longuement, à vrai dire, en le partageant en sous-points, si je puis dire, ou en sous-parties. La question de cité éducative vient, me semble-t-il, sinon repolitiser la question éducative. En fait, la question éducative a toujours été politique, de fait, elle a toujours engagé la vision d'un monde à venir, monde qui est celui de ceux qui nous succéderont. Donc, si cette cité éducative ne vient pas repolitiser cette question éducative, en tout cas, elle vient, me semble-t-il, expliciter de façon assez forte la dimension politique de l'éducation et par là l'ouvrir, en quelque sorte, à la discussion, à la sortir de seuls débats techniques, en tout cas d'une telle apparence. Premier point, peut-être, s'agissant effectivement de cette question du politique, il me semble que dans différents documents, dans différents discours, est à l'œuvre, je vais détailler, est à l'œuvre ce qu'on peut appeler une sorte de vieille dialectique. Vieille dialectique entre un geste de départage d'un côté et de l'autre côté une volonté de faire monde commun. Je reviens un peu en arrière dans l'histoire des cités éducatives, en une sorte de volonté généalogique. En 2018, dans la revue Diversité, Vincent Léna, que vous connaissez tous, me semble-t-il, va publier un article qui est titré « Des cités éducatives pour arrimer les cités à la République ». Point d'interrogation. Voilà donc posé sous la plume de Vincent Léna une proposition d'action, arrimer les cités à la République, proposition qui est d'ailleurs finalement la seule qui sera issue du rapport Borloo et qui sera mise en œuvre, en tout cas, rapport Borloo dont il convient de rappeler le titre, Vivre ensemble, vivre en grand pour une réconciliation. J'appuie sur le mot réconciliation nationale. Et donc, cette question de cité éducative se voit dès le départ, dès sa naissance, installée dans un rôle civique, c'est-à-dire qu'elle a pour objectif de contribuer à faire un monde commun dans une modalité de monde commun qui est déjà là, à savoir la République. Faire revenir la République, dit le rapport Borloo, pour réparer les quartiers, refaire société, éduquer, insérer, apporter aux enfants, aux femmes, aux élus, aux associations, aux services publics la main tendue d'un peuple tout entier est le minimum de services de base de notre nation. Je voudrais attirer l'attention sur ce que dit finalement ces quelques mots issus, ces quelques mots tirés issus du rapport Borloo, c'est que finalement la volonté de faire République, de faire monde commun, s'inaugure par un geste de départage. Les uns feraient partie déjà de ce monde commun, les autres n'en feraient pas partie ou pas encore partie. Une sorte de départage qui opère en intérieur en quelque sorte et en extérieur. Le premier est l'intérieur, pour reprendre les mots de Borloo, le premier venant tendre la main à quelque chose qui relèverait de l'extérieur. Cette question de l'intérieur et de l'extérieur, un extérieur qu'il faut rapprocher de l'intérieur, est à l'œuvre depuis bien longtemps et par exemple, on peut déjà la pointer en 71 dans le projet de Chaban-Delmas, la nouvelle société, et dans des questions de logement qui lui sont liées, où il est proposé la mise en place d'un service public du logement de façon, entre autres, à réintroduire un grand nombre d'habitants dans la communauté nationale. Autrement dit, il n'y était pas. Deux choses là à l'œuvre, me semble-t-il, qui sont là. Cette idée, effectivement, d'un dispositif assez long, qui vient conjuguer une sorte de peur, de défection, de désarticulation du monde commun qui serait le nôtre. Et enfin, la réaffirmation, me semble-t-il, d'une souveraineté de l'État en matière de formation d'un peuple ou d'un ensemble national, avec un rôle particulier, central, me semble-t-il, donné à l'institution étatique de la transmission culturelle, à savoir l'école. Vieille dialectique, je dirais, parce qu'elle emprunte largement, me semble-t-il, aux matrices de la Troisième République. On peut rapidement, on ne va pas refaire l'histoire de la Troisième République évidemment, mais on peut rapidement citer au moins deux grands acteurs de cette Troisième République, et on verra à quel point les mots sont parents, les formulations sont parents avec celles et ceux du rapport Borloo et d'autres textes autour de cités éducatives, plus tardifs. Ferdinand Buisson, qui est l'un des fondateurs importants de la doctrine scolaire de la Troisième, vient distinguer dans ses propos ceux qui vivent de la nation
dans la nation sans être de la nation et ceux qui sont de la nation. Une sorte de permanence, semble-t-il, entre les mots de Fernand Buisson et les mots qui sont à l'œuvre de façon plus récente. Et puis un acteur, là aussi important, qui est Émile Durkheim, connu des sociologues, qui va venir offrir à la Troisième République également une doctrine éducative dont les buts sont une adaptation à la fois à la société politique en son ensemble et au milieu du travail auquel l'élève est destiné par ailleurs. Bien sûr que ce n'est pas la seule conception possible de l'éducation. Et pour établir la sienne, Durkheim a dû en récuser d'autres, en particulier celle qui entendait promouvoir, je le cite, une éducation universelle et unique, ou encore celle qui entendait promouvoir comme but, qui entendait faire de l'éducation un moyen d'accès au bonheur ou à la perfection de l'individu. À chaque fois, Durkheim rappelle que nous vivons dans un monde qui est traversé par la division du travail social. Cette vision qui a été extrêmement prégnante pour la Troisième République est effectivement posée sur un primat de la société sur l'éducation et va fonder l'autorité de l'État sur les fonctions éducatives. État qui doit soustraire, dans cette pensée éducative de la troisième, qui doit soustraire aux familles une part significative de l'éducation des enfants. Autre élément de la matrice. Ceux qui sont dedans, ceux qui sont dehors, la question de ce à quoi effectivement sert l'éducation, à savoir là, grosso modo, contribuer à faire société, et enfin, cette part qui est donnée, ou pour le coup soustraite, en tout cas cette volonté de soustraire cette part de l'éducation aux familles qui vient effectivement peut-être percuter cette question des cités éducatives. La question que ça peut nous poser, en tout cas, qui peut nous poser les cités éducatives, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres matrices possibles pour penser l'éducation? Si l'ouverture aux parents, finalement, qui n'est pas nouvelle, l'intensité du rôle qui leur est donné, ou que l'on souhaite leur donner, est-ce que cette intensité souhaitée ne vient pas mettre, heureusement, si je puis dire, en tension la prédominance de l'État telle qu'elle a été pensée en tout cas sur la troisième et parfois pensée encore aujourd'hui? Premier point sur cette question du rapport aux politiques. Deuxième point peut-être sur cette question du rapport aux politiques, c'est, j'allais dire, évidemment, la place qui est donnée, que l'on entend donner aux parents et à d'autres, s'agissant de la coéducation. Alors là aussi, la coéducation est une notion qui est travaillée, qui est réfléchie depuis longtemps, me semble-t-il, et qui peut avoir différentes intensités dans ses intentions, dans la place donnée à ceux qui ne sont pas effectivement des professionnels de l'éducation. Mais en tout cas, ce qui est posé dans les textes fondateurs, si je puis dire, des cités éducatives, c'est bien cette ouverture. Les mots mêmes ont avancé, ont été ceux de société éducationnelle, et donc une sorte de volonté de changement, de paradigme peut-être, qui ont été à l'œuvre. Il y a, me semble-t-il, dans ce mot de coéducation qui est beaucoup avancé dans les projets et dans les discours autour des cités éducatives, il y a, me semble-t-il, une parenté avec l'emploi du mot participation, évidemment que tous les acteurs politiques de la ville connaissent bien, puisqu'il a été également beaucoup mis en avant dans des sens extrêmement divers et pour qualifier des dispositifs extrêmement divers. Marion Carrel, sociologue qui a travaillé sur la politique de la ville, a, il y a quelques années, parlé d'un impossible de la politique de la ville, pointant des défis non relevés par celle-ci, à savoir le partage du pouvoir de décider ou encore l'articulation entre dispositifs institutionnels et actions collectives. Dans différents documents, je ne vais pas les lister ou les citer, j'en ai pas le temps. Dans les différents documents, la question des parents et de leur place est extrêmement importante. Leur association à la gouvernance des cités, l'idée qu'ils doivent prendre part de façon entière à la communauté éducative. Dans les documents qui viennent tirer les premiers bilans de labellisation, et en particulier dans un rapport de 2023, je pense au rapport de l'agence phare, cette question de la place des parents, en tout cas le bilan qui est fait de la place des parents vient un peu modérer, atténuer, si je puis dire, une réelle place ou une réelle puissance des parents qui serait à l'œuvre dans ces dispositifs, dans ces démarches,
et les instruments qui vont avec des cités éducatives. Autrement dit, ce que je veux dire par là, ce que je veux soulever comme question, si l'on prend une définition très générale de l'éducation, à savoir des actions en direction de nouvelles générations par lesquelles un monde social agit sur lui-même pour se reproduire, pour se transformer, pour travailler sur une configuration désirable à un horizon de temps, sur des relations entre entités humaines et non humaines, sur des manières d'habiter la Terre, sur la façon dont la présence humaine se gouverne, se compose. Si donc on considère effectivement l'éducation dans cette généralité, au bout du compte, est-ce que les cités éducatives ne nous posent pas la question des ayants droit à l'exercice éducatif? Je n'ai pas dit ayant droit à l'accompagnement éducatif. Je dis ayant droit à l'exercice éducatif. En tout cas, elle me pose la question. C'est quoi avoir droit à l'exercice éducatif, pardon. Ou qu'est-ce que serait, pour le dire autrement, malgré ce mot polysémique, parfois gênant, qu'est-ce que serait une démocratie éducative, ou bien une éducation démocratique? La question est posée. En tout cas, on peut évidemment en débattre. Enfin, le troisième point sur lequel je vais finir extrêmement rapidement, c'est finalement quelque chose qui est de l'ordre de ce qui a déjà été évoqué, pardon. En tout cas, le mot, cette question du commun éducatif. Qu'est-ce que serait un commun éducatif dans lequel chacun pourrait effectivement s'ajuster, dans lequel il faut que chacun puisse s'ajuster, que seraient les bonnes distances, alors entre les parents. Marie-Pascale évoquait la question d'un espace qui doit être laissé aux parents, dans leur façon effectivement de s'articuler à ces projets de cité éducative. Quelqu'un a évoqué la relation entre éducation populaire et éducation scolaire, si je puis dire, si j'emploie ce terme. Donc la question du commun éducatif tel qu'il peut être travaillé, posé aujourd'hui dans les cités éducatives, ça nous dit quoi finalement, quel bilan on peut en tirer, comment on peut travailler sur la question des bonnes distances entre les uns et les autres, entre l'État et d'autres acteurs, entre différents acteurs qui ne sont pas l'État par ailleurs, de façon à faire comment, sachant, posant l'idée que le commun n'est pas un contenu, une substance, un résultat, mais en tout cas qu'il est un processus. Et je m'arrêterai ici. Merci Noël. Alors, je vais laisser la main aux collègues qui ont pu peut-être récolter des questions dans le chat ou prendre des questions en direct. Je les laisse prendre la main. Pas de problème. Bonjour à tous, Mickaël Gonel, chef de projet et donc copilote du GT Éducation, donc du Réseau national des centres de ressources. Peut-être quelques questions rapides déjà. Merci à tous d'avoir répondu présent et surtout d'être restés malgré le débord de temps. Quelques petites précisions. Donc, Marie-Pascale, effectivement, lorsque tu parlais des CPO, évoquais-tu donc les CPO ville ou bien les CPO éducation nationale? Et aussi, est-ce qu'on ne retrouve pas une notion donc de conseil, des missions de conseil au final chez ces CPO? Alors, quand j'évoquais CPO, j'ai précisé que c'était tout intitulé confondu, donc j'aurais pu dire aussi toute institution de rattachement. Donc, on est sur la fonction. Donc, la fonction de CPO au sens où, quelle que soit son institution d'appartenance, de rattachement ou l'intitulé de son poste. Voilà. Et sur donc la deuxième partie, c'était sur la question du conseil. Est-ce que au conseil. final, non pas cette... Le terme de conseil de mémoire dans les champs lexicaux sortait peu, très peu. On était plus sur la notion d'accompagnement que sur la notion de conseil. Et c'est notamment lié à l'accompagnement des porteurs de projets. Se dire, on a sur un territoire des acteurs de tout type qui sont volontaires, qui ont l'ambition de développer des actions en direction des 0,25 ans. Quel accompagnement on leur propose pour conduire à bien et faciliter, c'est pour ça aussi qu'il y avait les termes de facilitateur, faciliter leur action. C'est-à-dire que l'idée, c'est de les accompagner dans le sens où on leur laisse la main. C'est-à-dire le porteur de projet, il a sa compétence, il a son réseau avec lequel il veut coopérer. Vu que dans les cités éducatives, c'est une condition, c'est de pas déposer un projet seul. Donc, il y a une coopération qui s'installe là autour. Et le CPO va accompagner à la fois cette coopération, donc la mise en place de ce réseau d'acteurs, et à la fois ce que ce réseau d'acteurs va
va proposer et donc la manière dont il va s'organiser pour le composer, pour le proposer. Donc on était moins en effet sur la notion de conseil. Moi, je dirais que la notion de conseil n'a peut-être pas émergé parce que, encore une fois, elle va peut-être au-delà d'une relation horizontale. Et on sentait fortement aussi chez les CPO l'ambition d'installer des relations horizontales. Et peut-être que les termes, hein, c'est une hypothèse, peut-être que les termes de conseil viendraient déstabiliser cette notion de relation horizontale, parce que conseiller, ça veut dire qu'on sait mieux que l'autre, on sait mieux pour l'autre. Donc voilà. Donc, mais en tout cas, cette notion de conseil y était, en tout cas, si elle y était à la marge, très très peu. Ok, merci pour ces éléments. Une autre question de précision. Tu parlais de fusion des instances. De quelles instances parlais-tu? Est-ce que c'est par exemple le PEDT qui fusionne avec Cité éducative, CTG, ou bien est-ce que tu parlais des comités techniques? C'était la fusion notamment des comités, principalement la fusion des comités de pilotage. Mais ça peut être un comité de pilotage, ça peut être fusion cité éducative et CTG, fusion cité éducative et PRE, réunir plusieurs instances de ce type-là parce qu'elles travaillent sur les mêmes objectifs. Et là, on voit des expérimentations qui ont été valorisées et qui ont abouti à un résultat qui convient aux différentes parties prenantes, donc aux différents comités de pilotage qui existaient précédemment la fusion. Mais on a des expérimentations de fusion où il y a eu un recul, un retour en arrière, en se disant on n'a pas assez travaillé l'objet de notre fusion. Fusionner, c'est pas fusionner sans se dire pourquoi. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il semble que fusionner, c'est créer une nouvelle instance qui n'existait pas, mais c'est pas au sens d'additionner des comités de pilotage. Donc pas additionner des fonctionnements existants, mais créer un seul fonctionnement, mais nouveau. C'est-à-dire, là, il faut s'arrêter, discuter, échanger, construire et se donner des objectifs sur cette comitologie. Finalement, qu'est-ce qui va primer comme objectif, qu'est-ce qu'on cherche à construire ensemble, pourquoi on se réunit. Et là, ça semble indispensable finalement. Il apparaît dans l'étude, je dirais même que finalement, ceux qui n'aboutissent pas alors qu'ils le souhaitent, ça viendrait justement de cette addition, cette volonté d'additionner des comités de pilotage pour un gain de temps, pour un gain de moyens, etc. Il faut savoir que sur les territoires, c'est les mêmes acteurs. Hein. Sur des petits territoires, c'est composé des mêmes acteurs. Donc c'est sûr que réunir sur 3 ou 4 espaces les mêmes acteurs, il y a une intention de mutualiser, c'est pas mal. Ça peut paraître intéressant. Mais même dans ces configurations-là, il faut travailler le contenu de cette nouvelle instance et pas la considérer comme une instance qui additionne d'autres instances précédentes. Merci. Il y a une question également destinée à Anne. En quelques mots, est-ce que tu pourrais dire un peu plus sur le budget égalité, ou bien où peuvent-ils trouver les informations complémentaires? Alors oui, rapidement, c'est vrai que j'ai commencé à en parler tout à l'heure. C'est vraiment un outil d'arbitrage des financements publics pour qu'il n'engendre pas d'inégalité, qui soit levier en termes d'enjeux égalitaires. En fait, c'est un outil qui est vraiment au service des opérateurs et des instructeurs qui se matérialisent par un système de cotation, en fait, G0, G1, G2. Donc, si vous tapez BE sur Internet, vous trouverez ce système de cotation et ça va aider les opérateurs finalement à regarder autrement leur projet. Et ça a vraiment l'avantage d'objectiver le diagnostic genré de territoire et le financement des actions. Et donc, si je ne me trompe pas, donc ce sont les villes de Lyon et de Strasbourg qui expérimentent ce budget genré à l'échelle de la ville et peut-être même de la métropole. Ok, on peut prendre quelques questions maintenant pour aller plus loin. Il y a un grand nombre de questions sur les formations interprofessionnelles. Apparemment, il apparaît que c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Est-ce que tu pourrais partager quelques leviers en termes soit de temporalité, de modalité, de sujet, Marie-Pascale, qui permettent donc de réaliser ces formations interprofessionnelles? Oui, je peux peut-être partir des limites parce elles sont généralisées dans les cités éducatives enquêtées. La première limite, c'est d'obtenir pour des enseignants, par leur présence, le fait que ce soit
inclus dans leurs heures de formation côté éducation nationale, donc avec une reconnaissance institutionnelle de leur présence en temps de formation. Donc ça, c'est déjà une limite c'est une limite, donc c'est un obstacle à régler si on veut mettre en place des formations interprofessionnelles dans lesquelles les enseignants seraient présents. Et puis, il y a une autre problématique pour les formations interprofessionnelles des 0-3 ans, c'est que les personnels des crèches sont très demandés dans ces formations interprofessionnelles parce qu'ils ont des compétences et un rapport aux enfants et aux parents qui est assez unique dans la prise en charge. Donc, on a besoin d'eux pour travailler les questions des 0-3 ans. Toutes les cités éducatives sont bien d'accord là-dessus. Mais enlever du personnel de crèche pour une journée, c'est enlever un face-à-face avec les enfants. Et là aussi, c'est extrêmement difficile. Parfois, ça demande même, si c'est une petite structure, à fermer la structure. Donc, c'est assez difficile de mobiliser les personnels de crèche. Et là, on est en panne de solutions, en panne de perspective, alors que c'est extrêmement important et c'est très demandé. Leur présence est tout à fait demandée. Dans les leviers, dans ce que j'ai pu identifier et dans ce qui m'a été rapporté, il y a des problématiques qui font levier et qui réunissent énormément d'acteurs de typologies différentes, donc sur des fonctions différentes, sur des métiers différents. C'est tout ce qui a rapport aux problématiques langagières pour les enfants. Et dans problématiques langagières, on a différentes entrées. On a ce qui a rapport aux primo-arrivants, mais pas que. On a ce qui a rapport à l'illettrisme, à l'électronisme aussi. On est aussi sur des problématiques de langage. Donc, tout ce qui a rapport au langage, c'est des situations de formation interprofessionnelle qui sont nécessaires et qui mobilisent énormément de différents acteurs et qui fédèrent, finalement, qui fédèrent. On a depuis un an des cités éducatives récemment qui me disaient qu'elles expérimentent des formations interprofessionnelles liées à la santé. Ça reste difficile, mais tout à fait faisable, c'est-à-dire que inclure dans des métiers finalement qui sont du domaine socio-éducatif, inclure des métiers de la santé. C'est pas simple, hein, c'est des champs qui sont éloignés ou qui sont en tout cas éloignés dans la culture, mais aussi dans la compétence. Mais se dire comment on peut travailler en complémentarité, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui ont besoin finalement de personnes qui sont du champ socio-éducatif pour comprendre aussi et se diriger dans le champ de la santé pour leurs enfants ou pour eux-mêmes. Donc on a des thématiques comme celle-là qui sont en travail. On a aussi des thématiques qui sont liées à la culture. Alors là, ça peut paraître aussi, finalement, ça pouvait paraître le rapprochement le plus facile, de se dire on va rapprocher éducation et culture. Et il se trouve que en prenant connaissance de la parole des acteurs et de leur expérimentation, il se trouve qu'il y a un écart énorme de langage, il y a un écart énorme de culture. Et finalement, la culture et l'art, et culture de tout type, euh, reste dans un champ et dans un langage professionnel qui est assez éloigné du langage de l'éducation, où on va parler du renforcement des liens parents-enfants, où on va parler de la socialisation de l'enfant, où on va parler de soutien à la parentalité, ou même d'alternatives aux écrans. C'est-à-dire qu'on sait que la culture et l'art peut être une alternative aux écrans. Dans le champ de l'éducation, ces mots-là sont mis dessus. Le champ de la culture, par exemple, n'a pas, c'est pas dans son, c'est moins dans son périmètre de dire, tiens, on fait une visite de musée avec des enfants et finalement, c'est une alternative aux écrans, c'est une activité qui est alternative aux écrans. Donc, finalement, au niveau des enjeux des actions elles-mêmes, de réunir différents champs professionnels, ça peut permettre, encore une fois, au bout de la chaîne, de soutenir les parents dans leur rôle éducatif parce qu'on va les aider à mettre des mots sur des actions sur lesquelles ils ont la main. C'est-à-dire ils peuvent aussi participer à l'ouverture du champ des possibles pour leur enfant parce qu'il est proposé des actions d'ouverture du champ des possibles dans l'école, en dehors de l'école. Et le parent, si on lui formule les enjeux qu'il y a derrière ces actions-là, il pourra mieux, encore une fois, s'associer à la cité éducative. Alors que parfois, ces enjeux sont déjà difficilement partageables entre les champs professionnels. Donc, on se dit comment ça va être partagé avec les parents. Voilà, il faut déjà que les professionnels en soient au clair sur ce que c'est que de partager des champs professionnels et de rapprocher des champs professionnels. Si on met des mots là-dessus, ça sera plus lisible pour les parents. Et je pense qu'en termes d'action de la cité éducative et de finalité de la cité éducative, on aura atteint un résultat. Parce que finalement, aller au musée, ça prendrait une autre dimension. Voilà. Je dis souvent,
ce qui est sorti, c'est qu'il y a 10 ans et encore aujourd'hui, et c'est très bien, on fait des gâteaux en centre social en réunissant les parents et les enfants, mais derrière, on sait très bien qu'on a des objectifs de renforcement du lien parent-enfant, que le parent découvre les compétences de son enfant. Il y a un tas d'objectifs pro qui font partie du champ de l'éducation. Et quand on va au musée, finalement, est-ce qu'on met les mêmes mots? Alors que c'est la même chose. C'est la même chose. On peut aller au musée, c'est une activité support qui va renforcer si on y emmène aussi les parents, ou si on ouvre ça à la relation parent-enfant, ça va faire travailler les mêmes choses. Et plus aujourd'hui, la sphère virtualité, c'est-à-dire ça va créer aussi une alternative aux écrans. Donc il y a, voilà, en tout cas, il y a un enjeu, je pense, d'avenir qui serait intéressant à la fois d'étudier ce qui se, ce qui se déclenche dans les cités éducatives, parce que la programmation des cités éducatives déclenche des rapprochements de champs professionnels, mais l'ambition, ça serait de le partager aussi avec les parents. Ok, Je ne sais pas si j'ai très répondu à la question, mais je suis peut-être Je allée pense qu'il y a des éléments qui pourront piocher effectivement dedans. Je ne sais pas si Léa est là. Si elle est là, je l'invite à prendre la parole. Elle avait une question d'ordre méthodologique. Mais sinon, je voudrais poser une dernière question pour finir, qui peut s'adresser aussi à Noël Barbe. On sait qu'on est dans un contexte particulier, notamment au niveau budgétaire. Là, c'est une question un peu philosophique, on dira, mais quel impact voyez-vous de la raréfaction donc des financements publics sur la coopération? Au final, est-ce que euh, ces coopérations au sein des cités éducatives seront impactées ou bien ont déjà été impactées? Est-ce que les cités en parlent donc par ces deniers qui commencent à manquer? Noël, je te laisse. Oui. Je suis pas sûr de savoir répondre à ça, à vrai dire, mais ça repose sans doute, hein, puisque vous évoquez la question des financements, effectivement, ça évoque la question de la place des institutions au bout du compte et de la valeur qu'elles donnent ou pas à ces cités éducatives, hein. C'est-à-dire que au-delà du seul financement, qui n'est pas mince, évidemment, c'est pas la question n'est pas de minorer l'importance de ce financement, mais la répartition des priorités budgétaires, hein, qui s'est opérée, qui va s'opérer, qui s'opère encore, hein, va quelque part redire l'importance des cités, encore une fois, de mon point de vue, dans la question de l'éducation générale, hein, au-delà d'elles-mêmes. Si on suppose qu'elles ont un rôle, effectivement, qui est un rôle, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui soit inspirant, par exemple, si on prend ce terme-là, hein, inspirant pour l'ensemble du système éducatif, ça supposerait pour le coup que les budgets sur la question, effectivement, soient présents. On peut, enfin, on peut se dire que les budgets peuvent être lus comme des juges de paix, en quelque sorte, des valeurs attribuées aux choses. Un complément, Marie-Pascale? En complément sur la question des financements, moi je resterai sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que certains métiers qui, notamment dans le champ associatif, qui ont développé des compétences très spécifiques, utiles, je ne sais pas si je peux dire comme ça, mais utiles, et qui ont leur part dans l'éducation, étaient asphyxiés par le manque de moyens. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs associatifs qui disaient on n'était plus en capacité de développer nos cœurs de métier, nos cœurs de compétences, et le financement nous a permis de remettre notre cœur de métier en activité au bénéfice des 0,25 ans. Moi, ça m'a marqué dans l'enquête, dans le fait de dire, voilà, parce que je leur disais, mais cet argent, il a quel sens pour vous? Et en fait, c'est ça, il a ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils disent, nous, on a des compétences qui sont complémentaires à celles de l'école, qu'on s'est activé pour renforcer le rôle de l'école, pour ouvrir aussi le champ des possibles, mais on était à un niveau d'asphyxie financière qui fait qu'on n'avait plus les moyens de prendre notre place sur l'échiquier de la coéducation. Et en fait, ce label cité éducative est venu remettre un peu voilà, de financement et donc a remis au jour et a remis en activité, en action leur champ de compétences. Donc voilà, c'est ce que je dirais par rapport au financement. Attention, si on est vraiment dans l'intention de continuer à renforcer le rôle de l'école et à ouvrir le champ des possibles notamment, et ça touche aussi la continuité éducative, hein, ça touche aussi le troisième objectif national, il y a une partie des coéducateurs
qui seront soit asphyxiés, donc éteints, soit pas. Voilà. Très bien. Sur cette note positive, nous allons, nous allons conclure. En tout cas, je vous remercie d'être resté. Peut-être, Sophie, je te redonne la parole au nom du GT et du réseau pour conclure. Merci à tous. Simplement pour vous remercier également de votre participation, de vos questions hyper intéressantes. Donc, on vous l'a mis dans le chat, le lien sur lequel vous pouvez retrouver l'intégralité de l'étude. N'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez une invitation à ce webinaire, donc forcément une adresse mail de contact que je me ferai un plaisir de relayer si vous avez des questions plus précises par rapport au CRPV de votre territoire en termes d'accompagnement, d'expertise, de retour d'expérience ou de ce qu'il fait au niveau des cités éducatives et plus largement de la thématique éducation sur vos territoires. Voilà, je pourrais relayer directement à vos interlocuteurs. Et si vous avez des questions qui vous reviennent, on pourra également en parler en GT Éducation. Donc merci beaucoup à tous, bonne fin de journée et au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Au revoir à tous. Merci. Bonne journée. Bon. Sophie, est-ce qu'il est possible de sauver le chat, les questions qui sont dans le chat, parce que ça peut être intéressant d'avoir connaissance aussi de l'ensemble des questions. Je sais pas où Lisa, je sais pas si. On a tout noté. Ouais, ok, d'accord. Je savais pas si on pouvait faire un copier-coller du chat, une extraction des questions. Je pense qu'on peut avoir accès aux questions enfin, à la conversation, non? Après coup. Et ça, je ne sais pas. Hop.